Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer où je reçois la PDG de V Cosmétiques, Vicky Joseph. Et là, je suis vraiment déçue de pas pouvoir vous donner l'option vidéo parce que j'aurais tellement aimé vous montrer le sourire de Vicky qui nous donne de l'énergie en 2 secondes. Dès que je l'ai vu, vous allez le comprendre, là. Je souriais fois 1000. Donc, faites juste y penser. C'est clair que ça va vous donner le sourire pour le reste de votre journée. Alors, si je reviens à la compagnie V Cosmétiques, la compagnie a été nommée dans les 100 meilleures entreprises féminines ayant un chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions de dollars dans le magazine Première en affaires. J'en ai donc profité pour demander à Vicky comment a-t-elle réussi à briser les nombreux plafonds de verre avec son entreprise de beauté qui se spécialise dans les soins et maquillages pour les peaux foncées. Même si Vicky affiche un superbe sourire et une assurance incroyable, elle ose aussi nous parler de ces moments extrêmement difficiles où elle a dû se remettre en question et affronter ses inconforts face au succès et même à l'argent, parce que c'est pas toujours facile de parler d'argent, que ce soit dans notre communauté ou avec les gens autour de nous. V Cosmétiques est seulement à ses débuts et en tant que geek, je voulais absolument aussi lui parler du metaverse parce que je sais que Vicky travaille très très fort pour se démarquer de ce côté-là. Alors on l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Vicky! Bonjour Sophie, ça va bien? Ça va bien, toi? Très, très bien. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je sais que tu as un horaire très, très chargé et je suis très, très contente de te parler aujourd'hui parce que, premièrement, ton sourire vaut 1 million de dollars. J'adore ton énergie. Je pense que ça fait 1 ou 2 semaines là, que je t'ai ajouté sur Instagram puis je suis comme... j'ai hâte de parler avec Vicky. Merci. Quelle énergie incroyable. Je voulais te le dire avant de commencer. Sophie. Merci. On a besoin de ça ces temps-ci. Oui. Comme je le dis tout le temps, c'est que il faut presque se forcer pour que ça devienne une habitude, que ça devienne un réflexe qu'on reste positif. Moi, ça a toujours fait partie de mon DNA. Même s'il y a des journées que c'est l'enfer, mais il faut que je reste positive d'une manière ou d'une autre, que je garde le sourire, que je démontre pas nécessairement que ça va pas bien parce que ça va continuer à aller pire que ça l'est. Oui, parce que c'est une question d'énergie. Puis tu sais que c'est une question d'énergie. Tout est dans l'énergie. Tu sais, c'est vraiment dans ton subconscient. Puis ce qu'on sème, puis ce qu'on dit à notre cerveau, c'est vraiment vrai. Ça va se concrétiser de cette façon-là. Oui. Donc, on a ce pouvoir-là de ça a l'air beaucoup plus facile qu'on le pense, mais on a vraiment ce pouvoir-là, en tant qu'être humain, de pouvoir contrôler nos pensées puis de pouvoir contrôler vraiment notre mindset, comme on dit, notre mentalité. C'est à nous. C'est à nous de le contrôler. Avec tout ce qu'on est capable de contrôler, on le contrôle. Ce qu'on n'est pas capable de le contrôler, let it go. C'est ce que j'essaie d'apprendre et j'essaie vraiment de l'adapter dans ma vie de tous les jours. J'adore ton mindset et j'adore qu'on commence avec ça tout de suite. On commence par le sujet. Absolument. Mais j'aime ça parce que je trouve que ça colle bien à ce qui se passe en ce moment avec toi parce que j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je te suis, que il y a plein de belles nouvelles qui arrivent dans ta vie, il y a plein de choses qui émergent énormément. J'ai le goût de t'entendre parler justement sur qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est quoi ton feeling en ce moment au niveau de ta compagnie? Là, on est dans une super de belle lancée. On est rendu à l'étape que je te dirais que les gens commencent à en entendre parler. Tu sais, ça bouille, ça bourgeonne les idées. On la bâtit tranquillement. Puis là, on est à l'étape que ça commence à être en éclosion. Donc, on est vraiment dans cette belle lancée-là. C'est super positif, tout ce qui s'en vient, toutes les belles opportunités qu'on a tant au Canada, mais à l'international. C'est extraordinaire parce que moi, je suis cette voix qui représente les femmes de la diversité, mais aussi toutes les femmes canadiennes, justement avec cette portée internationale-là. On a besoin de nous voir justement sur toutes ces plateformes-là, puis de pouvoir passer notre message, puis qu'on est fort, puis que le Made in Canada, c'est sexy, c'est hot. Puis c'est de plus en plus qu'on a cette connotation-là au niveau international. Donc, moi, je suis cette représentation-là justement pour les femmes qui sont à la tête d'une entreprise, prendre notre place dans un marché qui est majoritairement quand même encore
très souvent masculin et encore très en minorité au niveau de la diversité. Donc, je suis cette représentation-là. Donc. Quand on parle de beauté, c'est drôle que tu dises que c'est majoritairement masculin. Parce que moi, dans ma tête, l'industrie de la beauté, on parle aux femmes, c'est des femmes, il doit y avoir beaucoup de femmes. Mais les têtes de file, les dirigeants, les investisseurs sont pas mal. C'est encore un monde d'hommes. Encore aujourd'hui. Oui. Comment tu te sens là-dedans? Comment tu te vois justement à rentrer dans toutes ces... On brise des plafonds de verre, j'ai l'impression, là. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que justement, on était rendu à cette percée-là. On était rendu on est rendu à cette époque où est-ce que je sens que ma différence, elle amène un rayonnement pas seulement local, communautaire, mais au niveau de la société, c'est un avancement pour tous. Fait que moi, je trouve ça fantastique. Puis j'aime que je sois différente. J'adore être différente. Oui. On innove, on amène des pensées, on amène des mentalités qui sont complètement différentes. Notre façon de voir les choses sont complètement différentes sur la vie. Donc, on amène du nouveau. On amène de tout ce qui est de la beauté, mais tout ce qui devait être aussi. Parce que c'est pas nécessairement nouveau, c'est juste adapté. Maintenant, c'est juste que les gens doivent s'adapter à cette nouvelle réalité d'avoir ce nouveau bassin de diversité qui sont autour d'eux continuellement maintenant, parce qu'on prend plus de place, on a plus de voix. Donc, je trouve ça fantastique et extraordinaire qu'on soit là présentement. En 2017, quand tu as commencé ta compagnie, là, ça a été quoi le petit moment de dire, OK, là, on a vraiment besoin de produits de beauté adaptés à certaines spécificités de la peau des femmes qui ont toute une gamme incroyable de types de peau, puis qu'avant 2017, ou peut-être que tu peux m'en parler là-dessus, était vraiment focusé sur un type de peau, c'est-à-dire les peaux caucasiennes. Qu'est-ce que tu as vu qui a fait comme, OK, mais moi, il faut que j'embarque là-dedans parce que ça n'a pas de bon sens? Bien, l'ADN et la mission de l'entreprise, ça a débuté par ça parce qu'il y a eu un manque sur le marché. Ça bougonnait cette idée-là depuis 2015. Ça fait longtemps. J'ai juste fait des études de marché pour vraiment bien valider le modèle d'affaires et la viabilité profitable de l'entreprise. Donc, c'est depuis 2015 que j'en parle parce que ça fait depuis des siècles et des siècles qu'on a un problème au niveau du marché. Donc, c'était juste que normal qu'à un moment donné, c'est le temps. Plus que jamais, on est rendu en 2015 et on n'est toujours pas capable de trouver des produits sur les étagères de magasins. Ça ne faisait aucun sens. Non. Alors, on pouvait aller sur des sets de tournage, on n'avait pas nos produits, il n'y a pas de maquilleuse qui nous ressemble, il n'y a aucune représentation. Ça ne faisait aucun sens qu'on est rendu dans les années 2000 et qu'on est encore en train de se poser la question. Tout au départ, on a commencé juste pour les femmes noires seulement. Je me suis dit, avec le modèle d'affaires, puis avec l'ouverture au niveau du monde, quand on a fait notre étude de marché, on a réalisé que toutes les femmes ethniques avaient le même problème de pigmentation que les femmes noires seulement. Je me suis dit, mon Dieu, on peut aller chercher le monde avec cette compagnie-là. Quand la mission va être encore plus forte, c'est là que j'ai décidé d'aller chercher un peu plus de nuances, que ce soit des femmes latines, asiatiques, méditerranéennes. C'est quoi la spécificité, justement, qui va faire que les produits de V-Cosmétiques vont s'adapter à ces peaux-là? Est-ce qu'il y a une formulation différente? La formulation est quand même toutefois différente parce que nos peaux sont à la base un peu plus jaunes. De nature, on produit beaucoup plus d'huile aussi. On doit adapter la formulation complètement différemment. Donc, depuis le début des débuts, quand j'ai commencé à faire mon étude de marché et que j'ai commencé à travailler les formulations avec les chimistes, on a dû adapter. Puis la diversité est un problème pas seulement sur les étagères de magasins, mais au niveau des matières premières. Alors, il fallait faire encore plus de recherches pour pouvoir aller chercher les ingrédients nécessaires à cette formulation-là pour mieux l'adapter à nos peaux. Des plafonds, on en a brisé. C'est pas juste publiquement, mais on en a brisé même au niveau de tout ce qui est la production en arrière. Il n'y avait pas de produit parce que qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce que les grandes multinationales achètent comme matière première? C'est ce qui est disponible, le commun du mortel, mais pas nécessairement pour la spécificité de nos composantes de pigmentation. Quand tu dis que tu brises des plafonds de verre avec toutes les composantes et tout ça, ça veut dire que même ailleurs dans le monde... Ailleurs dans le monde, c'est la même problématique. Ça va de la base. Des fois, les ingrédients ne sont pas disponibles pour nous, tu vois. Donc, si je m'en vais en Afrique, les matières premières vont être disponibles. Mais si je m'en vais en Europe de l'Est ou si je m'en vais aux États-Unis simplement à côté,
c'est parce qu'ils vont pas nécessairement investir dans ces matières premières-là parce que c'est pas le marché numéro un. Et pourtant, quand tu fais une analyse plus profonde, ce marché-là consomme énormément. Quand Mais c'est ça. Acheteurs, on est des gens qui consomment comme ça ne se peut pas, Sophie. On peut dépenser des milliers de dollars sur l'apparence seulement. Cheveux, maquillage, les femmes issues des diversités, les femmes noires avec nos cheveux, toute cette saga-là, on dépense. Le panier d'achat, il est énorme. Fait que c'est là que la roue a commencé à tourner. Puis plus tu éduques les gens, là, c'est là que je te parle de la beauté, que je trouve ça extraordinaire de transcender notre message, notre savoir aux autres, parce que finalement, les gens finissent par apprendre aux autres aussi. Ils réalisent, mon Dieu, c'est tout un marché. Oui, c'est tout un marché. On parle de plus de 13 billions juste aux États-Unis. Ça, même pas. Ça, c'est la portion canadienne. La portion américaine, c'est presque 93 billions. C'est un gros marché. Donc, mais quand les acheteurs commencent à comprendre ça, quand tu éduques les gens, je prends l'exemple des acheteurs, mais ça peut être au niveau, il faudrait que ça commence à la base, à l'école, je parle toujours de l'éducation, mais quand tu commences à éduquer les gens, c'est là que tu réalises, mon Dieu, il y a de l'argent à faire. Mais quand tu mets le doigt sur ces chiffres-là, justement, là, un banquier qui nous écoute va faire comme « Oh, comment ça se fait que j'ai pas comme investi là-dedans? » Des années, parce que la société est faite comme ça. C'est un moule qui a été créé par l'homme. Donc, les critères ont été créés comme ça. C'est une structure, c'est ça qu'on parle du système du racisme systémique, c'est que ça a été créé selon l'homme blanc. Alors, voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas que les gens ne veulent pas nécessairement pas s'investir, c'est l'ignorance, c'est le manque de connaissances, c'est qu'est-ce qui a été mis devant eux, c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qui fait en sorte que je te donne un autre exemple. Si je vais sur, nous, on a un regroupement qui s'appelle le groupe 3737 que mon mari et moi, on a cofondé en 2012 pour aider justement les entrepreneurs issus de la diversité. Justement, au début, la diversité n'était pas sexy en 2012 non plus. Fait qu'on essayait de talonner le gouvernement pour nous aider, pour être partenaire avec nous, pour nous aider à avoir des fonds justement pour la diversité, particulièrement parce qu'on a des problèmes au niveau du financement, au niveau de la structure de nos entreprises et tout. Puis, finalement, quand il y a eu l'histoire de George Floyd, finalement, on a pu trouver une alliance avec le gouvernement, parce qu'on leur a expliqué le problème de critères, justement, que ça ne fonctionnait pas au niveau du financement, au niveau des banques. Comment est-ce qu'on peut avoir du financement? Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes entrepreneurs-là à pouvoir propulser leurs entreprises? Et que finalement, ils ont accepté. C'est là qu'on a eu le 260 millions pour aider les communautés noires à travers le Canada. Mais c'est des efforts, c'est de l'éducation. C'est de 2015 à 2018, c'est de pouvoir parler, de l'acharnement, c'est de vraiment pouvoir expliquer, d'éduquer. C'est du travail de longue haleine. Comment t'expliques? Parce que je lisais dans tes entrevues, tu as dit que tu as reçu 500 noms avant d'avoir un premier oui. Puis moi, je veux savoir comment t'expliques le fait que tu n'as jamais lâché. Puis que tu t'es dit, parce qu'à un moment donné, quand on reçoit autant de noms, on en arrive à écoute, est-ce que je pousse too much? Là, c'est peut-être pas ma place. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as continué? Je te dirais, c'est vraiment la passion, numéro 1. Puis, ça allait tellement plus loin parce que quand tu es vraiment ancré dans tes valeurs, puis quand tu es ancré dans ton why, je ne pouvais pas laisser tomber non plus une communauté. Puis je pensais, non seulement ma communauté, mais juste mes enfants. J'ai 3 enfants. Puis je pensais à mes enfants, puis j'ai dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils souffrent. Je ne veux pas que ça continue à perdurer. Ça fait trop mal. On est rendu que nos enfants vont être en 2000, quand ils vont être en âge de travailler sur le marché du travail, ils vont peut-être être en 2025, 2030, puis on va être encore dans cette situation-là. Ça fait pas de sens. Donc, je me suis dit, non, il faut que je continue à pousser. Ne serait-ce que pour notre progéniture, puis pour tous ces jeunes-là qui existent, puis qui ont besoin d'avoir espoir, puis qui sont fatigués de se retrouver dans des quartiers défavorisés, de voir leurs parents qui font 3-4 emplois. Tu sais, ça va loin. Tu sais, il y en a vraiment qui souffrent. Puis je me suis dit, on doit changer cette dynamique-là. On doit vraiment changer toutes ces mentalités-là. On doit vraiment
pouvoir les aider, puis mettre des structures en place, puis créer des modèles d'affaires, puis créer des modèles de réussite, puis créer de la représentation réelle au sein de ces grandes entreprises-là, ces grandes multinationales-là, qui vont pouvoir prendre des prises de décision pour accélérer cet amour collectif-là que la société a besoin, puis aussi qu'on puisse faire partie autant de cette économie-là, puis pouvoir contribuer à ce moteur-là. Est-ce que tu le vois que tu changes les choses, là? Je pense que je commence à le voir. Je pense que au fur et à mesure que tu réussis, que tu commences à avoir des résultats, les gens le voient, ben les gens commencent à te demander de faire des entrevues, de partager tes expériences, ton savoir. Ça veut dire que tu réalises que oui, je pense que je fais des changements, surtout qu'on voit des résultats concrets, de voir des produits de notre catégorie, de notre style, qu'on retrouve dans des magasins commerciaux, de voir que le gouvernement nous donne des millions pour pouvoir aider une communauté en particulier. C'est toutes ces étapes-là qui me font réaliser que oui, j'ai un impact. Puis aussi, de retour, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, que les gens sont inspirés, puis continuer, tu nous as ouvert des portes, tu nous as donné des idées. Ça fait du bien de voir ça. C'est là que tu vois qu'il y a du changement qui se crée, puis que tu as un impact quand même dans ta communauté, au moins. Si ce n'est pas de la société, mais au moins de ta communauté puis de ta famille. Oui. Quand tu as fait ton étude de marché, tu t'es dit, OK, il y a un marché, on se plonge là-dedans. Ça a été quoi tes premières étapes pour dire, je développe quelque chose d'unique qui va me ressembler, qui va commencer finalement à mettre de l'avant certains produits? Par rapport aux études de marché, on a pu tester les différentes pigmentations. On a pu vraiment comme pousser le questionnaire, vraiment comme aller au niveau non seulement de surface seulement avec la peau, mais on a été au niveau de la psychologie, de ce qui manquait, de ce que les femmes recherchaient. On a pu l'amener à notre manufacturier, à notre chimiste, puis de travailler de longue haleine. Ça a pris pratiquement, je te dirais, un bon 1 an complet pour pouvoir développer des formulations. C'est pour ça que je te dis, on a commencé en 2015 pour que 2017, le produit était prêt. Puis on a fait notre commercialisation, puis on est rentré dans le marché. Comment ça s'est passé, justement, cette première étape-là de commercialisation? Est-ce que ça a été la folie ou ça a fait, finalement, il y a... Ça a été une super de grosse folie parce que tout de suite, on est rentré en pharmacie. Dès qu'on a fait le lancement, on voulait faire un soft launch parce qu'au départ, on voulait juste tester le marché, offrir nos produits en ligne. Puis après ça, on allait voir si on voulait rentrer en pharmacie et tout. C'était pas du tout ça le plan initial. Là, je parle de la première année. Puis finalement, il y a un groupe de représentants qui nous ont vus. Ils ont vu notre lancement. Ils nous ont parlé de nous dans les médias. Puis c'est là qu'on s'est fait approcher. Puis ils nous ont dit, vous avez vraiment le potentiel de rentrer en pharmacie. Puis que l'aventure, elle a commencé à exploser right there at that moment. Est-ce que tu as été surprise de cet intérêt-là? Oui, parce que je savais qu'il y avait un besoin. J'avais fait mes tests et tout. Mais je ne pensais pas que c'était aussi désiré. Parce que on veut pas, quand tu es local, les gens sont déjà habitués d'avoir des marques qui sont déjà connues. Ils vont se débrouiller, ils vont continuer. Ils ont une certaine habitude, une certaine routine. Fait que je me suis dit, est-ce que vraiment les gens vont faire le détour pour aller essayer d'étudier V-Cosmétiques, aller rechercher le produit? Et finalement, j'ai réalisé que ça allait beaucoup plus loin. Puis c'est là que ma mission est devenue encore plus claire parce que ça allait beaucoup plus loin que juste le produit. On avait besoin de représentation, d'avoir des entreprises qu'à la tête, ce soit des femmes noires. C'était un must pour l'avancement de cette société-là. Fait que dans nos communautés surtout, c'est une représentation. Ça leur donne un espoir que oui, on peut réussir, que oui, on peut atteindre nos rêves, que c'est possible. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Donc là, ces produits-là sont faits au Québec, au Canada? En Ontario. OK. Présentement, mais ça reste toujours au Canada. Les matières proviennent du Canada. Puis là, on est pour parler présentement, parce qu'on a trouvé un nouveau manufacturier, pas pour tous les produits, mais pour certains produits, parce qu'on est en train de créer des nouveaux produits, que ça vient de Montréal même. Fait qu'on est en train de travailler une formulation pour des nouveaux produits à Montréal. Donc, c'est important pour toi que ça soit ici? Il faut que ça reste canadien parce que ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de l'histoire de V-Cosmétiques. Puis c'est ce que les Africains aiment, c'est ce que les Européens aiment, c'est ce que les Américains aiment. Ils trouvent ça vraiment cool, ils trouvent ça hot parce que le problème, c'est que dans la masse, les produits qui sont présentement disponibles sur le marché
sont pas mal tous faits en Chine ou, tu sais, pour la grande partie. Fait que ça fait du bien d'avoir un brand qui est de qualité puis qui est fait ici au Canada. C'est ce qui nous amène, c'est ce qui amène aussi notre différence. Je trouve ça le fun que tu as dit en début de podcast que c'est sexy, la femme canadienne. C'est là, yes! Vraiment hot. J'avais été faire un lancement il y a déjà 1 mois et demi à LA, Atlanta et New York. Ouais. Et ils ont adoré les Canadiennes. Ils ont trippé. Ils trouvent ça vraiment sexy. Ils adorent le français. Puis nous, on n'a pas changé les titres des produits. On garde les titres tels quels, comme rouge à lèvres. En fait, on va le garder encore plus fort aux États-Unis. Oui. Ils trouvent ça sexy. C'est ça le prestige de la marque. C'est ce qui nous différencie. Donc, ils adorent ça. Comment tu développes justement là, tes lignes? Est-ce que tu ajoutes toujours des différentes nuances? Tu approches des différents pigments? Comment tu vois ça? On travaille continuellement sur de l'innovation. C'est important d'innover dans l'entreprise. Puis on a eu, je te dirais, un des gros challenges qu'on a eu depuis la pandémie, puis ça, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est le supply chain. Mm-hmm. Fait que ça a été un petit peu difficile. Ça a été pas difficile, mais ça a été plus long de recevoir les matières premières. Mais là, on est en branle pour justement continuellement amener de la nouveauté, amener des nouveaux produits selon ce que le marché demande aussi. T'sais, on ne le fait pas juste parce que nous, ça nous tente. On demande aussi à notre clientèle ce qu'ils ont de besoin, ce qu'ils recherchent. On parle aussi aux acheteurs. Fait que nous, on est toujours en constante recherche puis étude. Tu ne peux pas arrêter quand tu as une entreprise. Tu ne peux pas t'asseoir puis te dire « I know everything » puis j'arrête. Non, tu continues sans las de faire tes recherches puis de faire tes études. Fait que nous, on innove continuellement. C'est quoi le mot qui revient le plus souvent dans les demandes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour ta clientèle? C'est le fond de teint. Le fond de teint. Oh oui, c'est primordial. On a un réel problème parce qu'il faut toujours, quoi qu'il y a des make-up artists qui disent qu'il faut toujours en avoir 2, mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'on s'est habitué à ça? Je pense que oui, parce qu'on a besoin de trouver notre fond de teint. Tu en as un pour l'été, c'est normal parce que tu bronzes. Tu en as un pour l'hiver, je comprends, mais de trouver la bonne pigmentation, c'est le plus gros fléau chez les peaux ethniques. J'ai vu dans un article que tu parlais de Nicki Minaj. Je sais que tu ne l'as pas rencontré, mais non, moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais on a rencontré son agent qui ont les produits puis qui vont faire justement probablement très bientôt un post là-dessus. OK. C'est de voir que ton produit, justement, est facilement... Ils sont attirés par un produit comme V-Cosmétique parce que j'amène rien de différent nécessairement. Je veux dire, un make-up, c'est un make-up, un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, un lip gloss, c'est un lip gloss. Mais c'est d'amener cette nuance que nous, on a travaillé à aller rechercher la perfection d'un problème qui est très persistant et existant sur le marché. C'est là qu'on a pu accrocher les gens. Puis c'est ça qu'ils trouvent qui est intéressant. Est-ce que c'est important pour la marque de s'associer à des célébrités ou tu trouves que de toute façon, tout se fait naturellement et ça grandit, peu importe? C'est important. C'est vraiment important quand même de s'associer avec des célébrités. Pourquoi pas? Ça donne toujours une belle notoriété. Oui. On ne dit pas non, mais peu importe, en même temps, on va continuer parce qu'on a quand même une mission, on a quand même une belle histoire à raconter à travers V-Cosmétique. Oui. Je me rappellerai toujours l'entrevue que j'avais faite avec Farah Alibé, ingénieure à la NASA, qui parlait justement de l'importance de la diversité à la NASA parce qu'elle disait, tu sais, quand on vient toutes de la même classe, on a toutes la même résolution, on a toutes la même réponse, mais quand tout le monde est diversité autour, ben il y a une perspective parce que tout le monde a chacun son cheminement. Donc, pour trouver une réponse pour grandir, ben avec la vision de tous, ça fait des choses nouvelles. C'est là qu'on crée quelque chose. Ça fait des explosions, puis c'est ce qui a amené la beauté de V-Cosmétique. C'est parce que toutes les idées de chacun, toutes avec différentes mentalités, différentes cultures, différentes religions, mais ça amène une explosion de nouveautés puis de fraîcheur aussi. Sinon, on est comme à l'armée, tout le monde fait les mêmes pas, tout le monde fait le même geste, un peu comme les marches de soldats. Mais ce serait dommage, ce serait plate que la société soit comme ça. Qu'est-ce que toi, tu remarques? Quels sont les plus grands challenges qu'on peut peut-être aider, mettre de l'avant, discuter? Selon toi, c'est quoi? C'est de débloquer au niveau du réseautage, comme d'avoir cet accès-là qui serait plus disponible à
pas seulement d'avoir des quotas. Je sais qu'on a mis des quotas en place, qui est très important au niveau des grandes entreprises, parce que ça permet justement d'inclure plus la diversité, puis tout ça. Mais c'est de faire ce lien-là, ce pont-là qui serait automatique à avoir accès à toutes ces grandes têtes-là qui seraient disponibles à pouvoir côtoyer cette diversité-là, parce que c'est ce que je vois souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas où nous trouver, où pouvoir communiquer, qui je pourrais avoir dans mon réseau. Ça devient un automatisme. Je regardais aussi dernièrement, je ne sais pas si tu connais Anne-Lovely Étienne. Oui, Anne-Lovely, elle a été une de nos modèles dans notre première campagne de V-Cosmétique, justement. Et elle donnait, je trouvais ça vraiment intéressant, peu importe l'entrepreneur, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, mais elle donnait les conseils en tant que journaliste de dire, pour faire parler de vous, peu importe qu'est-ce que vous développez, une des choses qu'elle disait, c'était ayez un site web, ayez un kit média, entre guillemets, professionnel, ne serait-ce que quelques lignes bien écrites, un portfolio de quelques photos qui montrent ce que vous faites. Puis des fois, c'est ça. Pour qu'après, dans le fond, d'autres soient capables de prendre ça et dire, ah, OK, donc là, c'est bien développé, c'est bien mis de l'avant. Toi, est-ce que tu as travaillé beaucoup sur ce genre de développement-là pour te faire remarquer? Oui, c'est ce qui m'a aidé énormément. Mais comme je reviens encore à dire, le réseau, parce que nous, on a comme cette crainte-là, puis cette peur-là d'atteindre des plus hauts niveaux ou des gens qui peuvent nous aider. Puis de la même façon que les dirigeants des grandes entreprises ne savent pas où nous trouver ou comment nous approcher. C'est pour ça que je te dis, c'est un dialogue, c'est une communication qu'on doit établir dans nos entreprises pour pouvoir se rapprocher, parce que c'est bien beau d'avoir tout ce curriculum-là qui est beau, mais si tu n'es pas capable de le présenter, à qui tu vas le présenter? Comment est-ce que je vais faire pour rencontrer cet acheteur-là? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir débloquer ce réseau-là qui peut peut-être m'aider à rencontrer quelqu'un d'autre pour aller ailleurs? Je l'ai fait, le test, je l'ai vécu. Tu sais, j'ai été entrepreneur, j'ai bâti des entreprises, j'en ai ouvert, j'en ai perdu. Puis ça, c'est le nerf de la guerre de tout entrepreneur de la diversité, c'est le réseau. Mais comme disait Anne-Lovely, c'est super important de se présenter, de bien se présenter. Moi, j'ai dû le faire. Mais après ça, là, si ça reste sur ta table de travail, tu vas nulle part. Il faut que ça tombe dans les mains des bonnes personnes. Puis ça, c'est important aussi. C'est très, très, très important. Fait que la combinaison des deux, ça va amener un succès garanti. Oui, il faut que tu te fasses voir. Et ça serait quoi ton truc, justement, pour rencontrer une bonne personne? Bien, déjà, là, il y a tellement de plateformes. Tu sais, on a LinkedIn, il y a tellement d'associations qui sont disponibles. C'est d'aller dans les réseautages, d'aller dans les événements, puis de ne pas se gêner, puis de faire tes recherches. Tu vois c'est quel genre d'événement, tu regardes qui est là, puis tu peux déjà t'approcher ces gens-là parce que tu as une idée. Est-ce que cette personne-là pourrait peut-être m'aider, peut-être juste à m'enligner au niveau de la technologie? Peut-être est-ce que cette personne-là pourrait peut-être m'enligner au niveau de la photographie? Je ne sais pas. Mais c'est des exemples, mais c'est de ne pas avoir peur d'approcher la personne quand tu vas dans un événement, de sortir petit coussin casanier qui est très confortable. Puis dans nos communautés, je te le dis parce que je le vis, puis qu'on coach des gens au niveau du groupe 3737, il faut qu'on sorte. C'est vraiment de sortir, de parler, envoie des messages, lâche pas, parce que les 500 noms, tu vas finalement finir par en avoir un. Oui. Mais il ne faut pas que tu abandonnes. Tu sais, ça se peut qu'il y en a qui ne vont pas te répondre, mais tu continues. Embarque-toi, sois membre des associations, comme je dis. Connecte-toi, sors, parle, vends-toi. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est une super de bonne plateforme, Instagram, Facebook. Il y en a plein qui sont dessus maintenant parce qu'ils savent que c'est un outil qui est nécessaire à faire connaître son entreprise. Communiquer avec eux. Il y a toutes sortes de façons maintenant. Puis des fois aussi, c'est juste d'envoyer un message à une bonne personne au bon moment, puis on ne sait jamais comment ça va tomber, puis tout d'un coup, cette personne-là fait comme « Ah ben oui, let's go ». On va s'en parler. Puis, comme moi, je reviens à ce que je disais au début, j'ai entendu parler de toi parce que je lis un magazine, puis après ça, je vais te suivre sur LinkedIn, puis après ça, je vois qu'est-ce que tu fais. Je suis comme, OK, il faut qu'on se parle. Mais il suffit juste d'être vu à une place, puis que l'autre fasse, hey, tiens, c'est intéressant ça, puis que c'est tout des beaux. D'où l'importance de bien se présenter, d'avoir un beau curriculum, un beau portfolio, de soi, un site Internet, comme Anne-Lovely le disait, c'est super important. Ça fait partie, je veux dire, des outils qui sont nécessaires pour se vendre. Qu'est-ce que je peux souhaiter présentement à V-Cosmétique qui a le vent dans les voiles, mais il y a sûrement des choses que tu vois, que toi, tu veux changer, que tu veux améliorer, que tu veux pousser plus loin?
Ce que j'aimerais sincèrement, ce serait de pouvoir trouver le bon emballage éco-responsable. Je travaille là-dessus depuis au moins un bon 3 ans. C'est pas facile. Ils sont encore très dispendieux. Je veux pas aller non plus augmenter mes produits à 3-4 $ de plus. Donc, ça, c'est mon plus grand souhait parce que on aimerait vraiment faire ce virage-là complet, que les produits soient complètement éco-responsables pour la société, pour notre environnement, pour le futur de nos enfants. Je trouverais ça vraiment formidable. Donc, ça, c'est une étape là, qu'on aimerait vraiment pouvoir franchir. Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de Fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Je trouvais ça aussi intéressant que tu disais que c'est pas toujours facile de parler d'argent dans la communauté. Oh non. Et ça a été mis dans la revue, justement, Première en affaires, ton chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions. Quand tu vois ça, est-ce que ça t'a fait comme « je veux pas en parler ». Je voulais pas en parler. Non. C'est pour ça que quand ils m'ont approché pour faire partie de cette liste-là, j'étais comme aïe, 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 est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque parce qu'on va me juger? Parce que, tu sais, déjà là, on a une connotation de plus élite. Il y a beaucoup d'histoires dans la communauté, mais que je bloque là. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que je prends le risque? Mais en même temps, j'ai dit, it's time. It's time qu'on apprenne à devenir confortable avec l'argent. La littératie financière, c'est un must. C'est nécessaire à la survie d'une communauté de toute façon. Donc, on doit se rendre à cette étape-là de pouvoir en parler librement, normalement, que ça devienne un réflexe, que ça devienne juste normal d'en parler, qu'il n'y a aucun inconfort, il n'y a pas de malaise. C'est correct de pouvoir atteindre les millions. And it's okay. Mais ça m'empêche pas d'être, je vais pas changer puis devenir une mauvaise personne parce que je fais de l'argent maintenant. Pas du tout. Au contraire, je peux en aider plus. Puis si on est capable d'en aider plus, qui deviennent plus à l'aise à en parler, puis qui deviennent plus à l'aise justement à pouvoir faire ces chiffres-là, si je peux les aider, ben ça va en faire encore plus qui vont pouvoir aider la société. Donc, on va pouvoir avancer collectivement. Et moi, je trouve ça vraiment comme une culture qu'on doit apprendre à développer. Ça va venir, ça s'en vient, tranquillement, parce qu'on en a de plus en plus, puis on commence à devenir de plus en plus à l'aise. Il y a beaucoup plus de Black excellence dans nos communautés. Ça s'en vient. Mais pour toi, c'était un pas à faire, ça, de s'afficher. Ouais. C'est un gros pas. On n'en a jamais parlé. Ça fait longtemps qu'on a atteint nos premiers millions dans nos entreprises. On n'en a jamais parlé. Jamais. Oui. Mais là, maintenant que c'est fait, est-ce que tu es capable de passer à autre chose? Je suis capable de passer à autre chose, mais j'ai un petit côté de moi qui est comme, oh my God. Seigneur. Tu vois des fois maintenant un peu le malaise, peut-être, je te dirais, c'est peut-être ma perception, mais je ressens un peu de malaise face à certaines personnes que je peux côtoyer ou qui me parlent maintenant, on dirait qu'ils me mettent dans une classe à part, mais pourtant, je n'ai pas nécessairement changé. Je suis toujours la Vicky qui est bubbly, authentique, qui est toujours proche des gens, qui est toujours là, prête à aider son prochain. Mais c'est juste une responsabilité. Tu sais, c'est un rôle et une mission que j'ai aussi de pouvoir aider son prochain parce que avec le succès vient une responsabilité justement de pouvoir lever l'autre. C'est un effet de levier. C'est pas juste de faire de l'argent puis d'être profitable. C'est quoi le but de la vie sinon? Tu sais, j'ai toujours cette anecdote-là que quand mon père est décédé, mon père, c'était un homme qui était très, très religieux, qui était très pour l'aide d'autrui, très pauvre, qui n'avait pas d'argent non plus, qui donnait tout ce qu'il avait, mais de son cœur. Puis à ses funérailles, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Puis j'ai essayé d'écourter les funérailles. Je voulais pas attendre 2 semaines pour pas laisser trop de temps, trop de monde de venir parce qu'il était quand même quelqu'un de très populaire, très engagé à l'Église. Puis en 1 semaine, il y a eu 3 pasteurs qui sont venus des États-Unis, d'Haïti, partout. Il y avait comme plus de 2000 personnes. J'étais comme, oh my God. Mais la beauté de tout ça, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que à la sortie de son cercueil, il a eu un standing ovation pour sa vie. Ça, j'ai jamais vu ça dans aucune funéraille. Puis j'ai été dans plusieurs funérailles. Puis j'étais comme, wow! Toucher la vie des gens comme ça, ça n'a pas de prix. Puis moi, c'est un peu
c'est un peu ça qui m'a marqué et qui m'a comme inspiré à vouloir en aider d'autres. Tu sais, j'aime la vie de luxe, j'aime le Sex and the City, tu sais, j'aime être créatrice, tu sais, j'aime le tout. Mais au-delà de ça, je veux partir de cette terre puis d'avoir changé au moins une personne, la vie d'une personne, d'avoir impacté cette société-là. C'est ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, ça n'a pas de prix. Il y a tellement de gens qui en ont besoin, puis nous, avant qu'on ouvre le groupe 3737, c'est la réalité des quartiers défavorisés, elle est grave. On n'est pas familier. Tu n'es peut-être pas familière, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes de pauvreté. C'est pas facile pour beaucoup. Alors, il faut qu'on puisse redonner d'une manière ou d'une autre pour pouvoir ressortir gagnant et vivant cette communauté-là. La réalité d'un quartier défavorisé en soi, tu peux avoir des parents qui font 3 emplois, qui sont jamais à la maison. Tu sais, je connais des professeurs qui... Oh my God, j'ai eu une conversation justement avec un professeur la semaine dernière d'un quartier défavorisé, ma coiffeuse justement, qui m'expliquait ça. Puis ça, c'est la réalité que les gens ne comprennent pas. Un petit garçon qui a 10 ans, qui va à l'école sans aucun lunch à tous les jours. C'est les amis et les professeurs qui doivent concocter des lunchs pour qu'ils puissent se nourrir. Puis ça, le père et la mère doivent travailler 3 emplois en dessous de la table pour pouvoir y arriver. Puis ils vont même pas surveiller. Fait que ça demande encore une fois, j'admire les professeurs, j'admire toutes ces personnes-là qui prennent le temps. Elle prend de son temps de prendre ce jeune-là à l'heure du dîner, lui concocter, comme je te dis, son lunch. Puis non seulement ça, c'est de prendre le temps de faire ses devoirs parce qu'il n'y a personne pour faire ses devoirs. Il est tout seul à la maison à 10 ans. À tous les jours, les parents rentrent à minuit. Tu comprends? Donc, c'est une réalité. C'est difficile par la suite si tu n'as pas personne pour te relever, personne pour te donner un certain encouragement. Mais comment tu fais, toi, pour te sortir de là? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait face à une nouvelle famille dans la rue. On fait face à une nouvelle réalité que, je vais aller trouver de l'amour ailleurs. C'est une réalité qui est encore très présente. Puis, ça tourne souvent à gauche. Comme des fois, ça peut tourner par tout seul à droite, mais souvent, ça va tourner à gauche. Puis, il y a le décrochage scolaire qui embarque. Il y a tous les problèmes reliés à la rue qui embarquent, les problèmes de drogue et tout. Puis tout ça, ce stigmate-là, nous, on est là, on veut absolument arrêter tous ces préjugés-là, tout ce stigmate-là, puis de faire comprendre aux gens que l'éducation, c'est probablement ton arme numéro 1 pour réussir dans cette société-là, surtout en tant que personne issue des minorités visibles. C'est une de tes clés. Tu peux pas nécessairement penser, si tu as du talent au niveau sportif ou en tant qu'entertainment, fantastique, mais c'est peut-être 1% qui peut vraiment réussir à percer mondialement. Pas pour dire que c'est pas possible, mais mise quand même sur l'éducation pour te donner une deuxième chance à pouvoir réussir. Quand tu regardes la nouvelle génération qui sont prises avec ce fléau des réseaux sociaux, puis ils veulent tous devenir des YouTubers, puis qui croient tous que c'est la voie, mais tôt ou tard, ça va s'éteindre. C'est un feu, c'est une flamme qui est en train de... Mais il va falloir que tu t'éduques quand même, il va falloir que tu aies des bagages pour pouvoir faire face à cette vie-là. Tu vas faire ça à 40 ans encore, être YouTuber. Donc, tu sais, c'est de penser, de leur faire réfléchir à la vie, puis de leur donner vraiment ces outils-là pour réussir d'une autre façon que juste l'entertainment, puis le sport. Que je dis pas que tu peux pas réussir, là. Non, je comprends. Il faut quand même avoir des bagages et des outils qui vont pouvoir t'aider. Moi, j'ai étudié en mode. Je suis devenue designer avant d'être la femme d'affaires que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai un long parcours. Je me suis retrouvée au fil du temps une entrepreneur qui a réussi par soi-même. J'ai eu le support de mon mari qui est extraordinaire, qui est mon mentor, qui m'a aidée parce que c'est un whiz en business. Mais, veut pas, je trouvais qu'à un moment donné, j'avais des notions qui me manquaient en termes de business pour pouvoir passer à l'autre niveau. Même moi, je suis aux études présentement au HEC. J'arrête pas. Tu comprends? Donc, c'est important. Et si je le savais bien avant que j'avais cette fibre entrepreneuriale-là, j'aurais tout de suite été faire mon MBA. Pourquoi pas? Mais si on m'en avait parlé, si j'étais... Quelqu'un m'avait mis ça, peut-être cette puce-là à l'oreille,
je l'aurais fait. Mais c'est ça qu'on parle d'éduquer puis de transférer ce savoir-là. Prends l'exemple de mon mari qui est parti d'Haïti à 8 ans, qui ne parlait pas un mot du français ni de l'anglais, puis qui est rendu le chancelier de l'Université de Montréal. Ça, c'est jamais vu. C'est un parcours qui est complètement fou, tu sais, de croire qu'ils étaient comme, ils sont 15 frères et sœurs, puis qu'ils ont dû trimer. La maman, elle faisait quoi? Du 3 $ de l'heure à l'époque, là. Tu sais, elle devait trimer pour nourrir tous ces gens-là. Ils n'étaient pas autant ici au Québec, mais au Québec, ils étaient peut-être quoi, 7 ou 8. C'est pas facile. Puis que chacun s'encourageait à aller à l'école, aller à l'école, aller à l'école. Puis ils l'ont tous fait, ils ont tous super bien réussi. Puis mon mari, maintenant, qu'est-ce qu'il preach? C'est l'éducation, parce que maintenant, il est le chancelier. Ça n'a jamais été vu. Quelque chose qui est important pour moi dans ce podcast-là, c'est oui, on parle des succès, oui, on parle du shiny, puis on vient de parler de l'argent, puis des millions, mais en arrière, le challenge, le travail que tu as fait est souvent la chose que pour moi, j'essaie de mettre de l'avant parce que pour moi, il n'y a rien qui me tape le plus ses nerfs, je veux dire, de voir l'histoire à succès après 10 ans de travail ou 20 ans de travail incroyable, mais que c'est comme juste, ah ben oui, voilà, ça a marché, voilà comment j'ai eu le succès. Puis des fois, ça peut être décourageant pour les jeunes ou d'autres gens qui voient ça et sont comme, mais moi, je veux pas, l'année prochaine, je vais être là, mais c'est dans le day-to-day, c'est dans la tous les jours, puis peut-être que toi, tu peux me parler de ta réalité de ce côté-là, mais... Oui. Ça n'a pas été facile. Comme je te dis, ça fait comme plus de 15 ans que je suis en affaires. Puis imagine-toi commencer quand tu n'as aucun modèle autour de toi. Les femmes étaient encore moins, elles étaient encore moins engagées dans l'entrepreneuriat à l'époque. Et c'était dur. Oh mon Dieu, c'était dur. Tu sais, puis j'avais pas la confiance aussi en moi. Parce que je naviguais dans un monde complètement inconnu. Il fallait que je bâtisse, il fallait que j'apprenne tout sur le tas pour bâtir mes entreprises. Ça a été complètement ardu, les portes fermées, les gens qui ne comprenaient pas ma mentalité, ne comprenaient pas le message que j'essayais de passer. J'ai dû vivre tout ça, puis pas mal tout seul, parce que oui, j'avais des employés, mais moi, je suis la tête. Donc, c'est moi qui dois permettre aux autres de vivre, puis de donner les idées, puis de donner tout, c'est de diriger, d'être le leader, puis d'essayer moi-même de survivre, puis de naviguer à travers tout ça. C'était pas facile. Tu sais, puis tout ce qu'on a dû faire en plus, le challenge, comme on parle souvent, c'est le financement. Nous, on a dû, chaque profit qu'on faisait à chaque année, on le réinvestissait dans l'entreprise. Fait que pendant des années, je me suis pas fait payer. Pendant longtemps. Tu sais, c'est l'effet de levier qu'on a pu faire, nous. Le groupe 3737 pour arriver là aujourd'hui, ça, là, les gens ont aucune idée. J'ai dû prendre tout le temps, année après année, les profits de l'entreprise pour pouvoir réinvestir. J'ai jamais eu de prêt. J'ai jamais rien eu de financement d'investissement. Zéro. J'ai dû braver tout ça moi-même. Les premiers investissements de V-Cosmétiques, je savais pas que ça prenait autant d'investissements. Ça m'a pris des investissements à produire ces produits-là. Là. On a investi plus de 2,5 millions. Tout ça, ça s'est fait, mais ça, c'est mon argent. C'est fou. Là, maintenant que tu réussis, puis que la diversité devient plus sexy, bon, là, on a des approches. Là, tu as fait tes preuves. Là, tu as de la crédibilité. Là, tu as du respect. Là, maintenant, les portes s'ouvrent encore plus, mais ça n'a pas été le cas du tout. J'ai dû être très résiliente. J'ai dû trouver des solutions. J'ai dû créer des diamants avec de la roche, ce qui est pratiquement impossible, mais c'est vraiment, ça a été ça. Ça a été ça. Tout bâtir toi-même from scratch. Quand on parle à la main, ça a été fait de cette manière-là. Et maintenant que tu sais ce que ça veut dire, là, est-ce que tu recommencerais ça maintenant que tu l'as fait? Je ne suis pas sûre que j'aurais, oh mon Dieu, à recommencer ça. Non. On l'a fait une fois, c'est une belle expérience, on en grandit, puis on passe à autre chose. Parce que des fois, il y a des moments, un jour, je vais écrire un livre, puis je l'ai dit, je vous jure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Des fois, je regarde ça, puis je suis comme, comment j'ai fait pour faire tout ça? Puis j'avais trois jeunes enfants en plus.
Puis on a fait le contraire parce qu'on bâtissait tellement de choses en même temps, plusieurs projets. On avait comme 7 compagnies. Mon mari, c'est un fou, là, mais lui, il a une capacité de prendre ça. Moi, c'était comme, je pense que je vais mourir. Tu sais, j'avais des moments, je suis comme, oh my God, I'm gonna die. This is too much. T'es fou. Je suis plus capable. Tu sais, j'avais des moments vraiment là, de découragement. Puis je me suis dit, wow. Quand je regarde tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est extraordinaire. Si je pense que je commence à me dire, je suis vraiment hot parce que je sais pas c'est quoi la fibre magique que j'ai, mais j'y ai passé à travers, je l'ai fait. Et en étant minorité, puis que les gens ne comprenaient pas les produits que je sortais, mes collections que je sortais was too much, tout était tout le temps too much. Puis j'étais comme, my God, comment est-ce que je vais faire? Une chance que j'avais ma communauté pour me supporter avant tout, qu'ils achetaient, qu'ils comprenaient. Puis c'est ça la représentation aussi. Le temps file, puis je veux que tu me parles absolument d'une affaire que j'ai lue et que j'ai faite. Oh mon Dieu, elle est rendue là, il faut qu'on s'en parle parce qu'on parle d'innovation. Tu me parles de Metaverse. Oh, shoot, I know! Faut que tu m'en parles parce que là, pour moi, t'es tombé dans une de mes cordes que j'arrête pas de regarder en ce moment. Là, fait qu'il faut que tu me parles de Metaverse. C'est difficile à comprendre. Hein. Moi, je travaille pour qu'on comprenne que je travaille avec une équipe qui sont de l'intelligence artificielle parce que de moi, je m'y connais vraiment pas. Ouais. Mais je sais que c'est un mal qui est nécessaire à l'avancement de cette société-là. On est à cette ère-là où est-ce que les gens vont vraiment vivre dans un monde virtuel. Quand on parle des lunettes 3D, puis qu'on parle que tu vas vraiment vivre dans un autre monde, ça va être ça, Sophie. Oui. C'est fou. Fait que nous, ce qu'on fait présentement, notre innovation qui va être malade, que je trouve vraiment malade, c'est qu'on va vraiment créer un monde virtuel, complètement virtuel. L'expérience client va être malade. Tu vas pouvoir magasiner, toucher les produits, les essayer avec un avatar qui va être créé. Toi, tu vas être créé en avatar. Tu vas choisir tous tes produits. Vraiment, tu vas les sentir. Ça va être pour de vrai, là. Tu vas les recevoir chez toi. On est rendu là. Comme l'équipe avec laquelle qu'on travaille, ce sont des gens présentement qui ont créé des galeries d'art en Allemagne, puis que tu peux être ici, puis que tu vis l'expérience directement en Allemagne. Oui. C'est ça, cette technologie-là qui est vraiment fou et avancée. Mais tu sais, quand je pense à ça, c'est que je vais tellement pouvoir toucher de monde beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, efficacement. Ça va réduire les coûts. La marge d'entrée de l'investissement, elle est beaucoup plus grande. Mais par contre, à long terme, ça va être exponentiel. Fait que moi, ma mission, mon message va être encore partagé encore beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus forte. J'ai hâte de pouvoir la lancer, de pouvoir la partager. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire dans notre cas, nous, c'est que vu que ça, présentement, dans le monde numérique, ce n'est pas développé pour les peaux foncées. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de data par rapport à ça. Fait que si toi, tu veux prendre une photo, si je prends une photo, il y a des applications, des filtres, c'est complètement off parce que ça ne fonctionne pas avec nos peaux. Fait que là, présentement, nous, on est en train de faire de la recherche et développement pour développer toutes ces statistiques-là pour trouver le bon fond, pour trouver la bonne pigmentation, mais dans le monde du Metaverse. Fait que ça va valoir énormément. Ouh! C'est pour ça que je voulais que tu m'en parles. Parce que je savais, j'étais comme, il y a quelque chose, je le sais, parce que j'arrête pas de lire là-dessus en ce moment. Puis ce que je vois aussi, c'est que le Metaverse ouvre aussi à plusieurs communautés qui ne sont pas, qui sont isolées dans leur coin et que le Metaverse leur ouvre cette façon-là de rencontrer des gens, d'arriver en contact, d'avoir un accès plus facile. Fait que pour moi, j'étais comme, il y a quelque chose là, qui s'en vient. Tu vas pouvoir toucher le monde avec ça, ça va être fou. Puis ce que ça va faire avec le data, puis toute l'analyse que je vais avoir, c'est comme extraordinaire. Moi, je change le monde avec ça. Là. Les produits que je vais pouvoir créer, c'est comme fou. Il n'y a pas une personne, même si on essaie de trouver les bons fonds de teint, présentement, il n'y a pas une personne qui a la même combinaison, tu sais, comme la même teinte. Tout le monde est fait unique. Même si tu en prends une qui a à peu près la même couleur que moi, c'est impossible qu'elle ait la même composante que moi. Tu comprends? Oui. Fait qu'avec ça va être
malade, qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de ça. Et là, ça, j'imagine que tu n'as pas une date spécifique, mais ton souhait, c'est quand? C'est un long projet, je te dirais, c'est pas avant fin 2023. Génial. Bon, ben, on s'en reparlera quand ça va sortir parce que moi, je suis excitée pour toi, ça, c'est sûr. J'ai des questions de fin de podcast que je pose à tous les gens qui passent sur le podcast. Si tu n'as pas de réponse, on passe. Pas de trouble. T'es prête? Je suis prête. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Ma famille, mon support, parce que sans ma famille, je ne serais pas là présentement, puis je ne serais pas la Vicky que je suis présentement. Ma fondation, mes enfants, mon mari, mes parents, ma mère, la famille à mon mari qui nous aide beaucoup. Sans ces gens-là, I'm very grateful for them. Je suis vraiment, 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 vraiment chanceuse de les avoir dans ma vie. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que c'est un peu grâce à eux que tu bloques les haters ou les mauvais commentaires? Tout à fait, parce que c'est eux autres qui m'ont encouragée à continuer. Parce que si c'était pas de ça, ben comme je te dis, tu as une fragilité en tant qu'être humain. Moi, j'étais super fragile quand je suis rentrée dans le domaine parce que, je veux dire, j'en connaissais pas, j'avais pas confiance en moi. Est-ce que vraiment je suis bonne? Est-ce que vraiment je suis capable de vendre? Est-ce que vraiment, tu sais, les gens veulent vraiment m'écouter? Tu sais, je me sentais vraiment comme, j'étais pas certaine. Quand tu as une famille qui croit en toi, qui te supporte, qui t'encourage continuellement, mais c'est ça qui a fait la différence. Pour toi, c'est quoi un leader positif? C'est un leader qui change la vie des gens d'une façon positive. Moi, j'appelle ça l'effet de levier. C'est l'effet de levier, mais cet effet de levier-là a un effet multiplicateur. C'est ça, un leader positif. C'est pas nécessairement, oui, ça peut être une personne que tu vas aider à lever, mais que cet impact-là, parce que c'est tellement fort, que tu vas en aider, tu vas aider non seulement la société d'une façon transparente, parce que c'est comme un peu silencieux le travail que tu fais quand tu es un leader positif, mais tu touches le monde en entier parce que tu en impactes des millions en même temps. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Just do it, mon mari. Le quote de Nike. Oui. Do it. As simple as it is, fais-le. That's it. Fais-le. Tu n'auras aucun regret. Le moment dont tu es le plus fier? C'est un petit peu cliché, mais la naissance de mes enfants, parce que ça a transformé ma vie, puis ça m'a permis, tu sais, de pouvoir encore plus comprendre certains aspects de la vie, puis de encore mieux contribuer à la mission que j'ai aujourd'hui, puis en tant que femme aussi auprès de mon mari. Donc, pour moi, la naissance de mes enfants m'a transformée en tant que personne, puis en tant que femme. L'outil que tu utilises peut-être à tous les jours qui t'aide à travailler, à bâtir ton entreprise? L'outil présentement, est-ce que tu connais la plateforme Miro? Non. C'est vraiment cool. C'est une application qui fait en sorte que tous les corps de poste de ton entreprise, tout le monde est là-dessus. C'est comme un genre de, je ne sais pas si tu connais Monday. Il y a plein d'applications. Oui, Monday. Oui. Bon, c'est un peu le même principe, mais ça fait en sorte que tout le monde voit, c'est comme un mapping. C'est comme un mood board que tu vois, puis que tout le monde travaille sur la même plateforme, que tout le monde travaille en symbiose ensemble. Donc, il n'y a pas personne qui ne peut pas comprendre où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, quels sont les deadlines. Je trouve ça vraiment fantastique comme application. Ça s'appelle Miro. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? En ce moment, je suis aux études. J'aime beaucoup lire, mais présentement, les livres que je lis sont les livres liés à la gestion financière et la macroéconomie présentement. Okay. Mais si j'ai un livre, juste avant ma session qui recommence, j'ai lu le livre de Benoît Chalifou, financier, qui parle beaucoup de justement le leadership, mais en tant qu'être humain. On peut mieux l'idée, on peut mieux vendre, on peut mieux réussir notre vie, mais en étant un leader humain. Mais lui, c'est être à son meilleur. OK, parfait. À son meilleur, de Benoît Chalifou. L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Le monde changerait si les gens utiliseraient plus leur côté humain au niveau de la fondation de leur entreprise. Si tu deviens un leader plus humain, tu vas te transformer parce que tout le monde va vouloir prendre part à cette mission-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Femme forte, femme qui est résiliente, mais femme qui est aussi transparente, qui est capable d'être authentique à soi-même. Parce qu'on a ce cliché-là de la superwoman. Tu sais, les gens aiment ça dire « Oh my God, t'es une superwoman ». Mais c'est une femme de fer, c'est une femme forte, mais une femme aussi qui est capable d'admettre
qu'elle a aussi ses difficultés. Pour moi, c'est ça la force d'une femme, c'est d'être transparente et d'être authentique. Merci beaucoup, beaucoup, Vicky. C'était un plaisir de te parler. Si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Ils peuvent justement soit aller voir le site de V-Cosmétique, www.vcosmetique.ca, ou sinon, ils peuvent me rejoindre par info à vcosmétique avec des k.com. Il y a aussi ton Instagram Mon Instagram aussi. Que je te suis parce que tu es inspirante, alors je suis au day-to-day. Sur mon Instagram, Vicky Joseph, avec Vicky_Joseph. Ensuite, il y a Facebook aussi, Vicky Joseph. Donc, il y a différentes façons. Il y a LinkedIn aussi. Oui. Il n'y a pas de problème. Je reçois des messages sur toutes ces plateformes-là. J'essaie de les gérer, mais on y arrive. Merci beaucoup, Vicky. Merci, Sophie. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.